C'est la rentrée. Avec la hausse des taux d'intérêt, l'évolution des prix et les nouvelles conditions d'emprunt, c'est le moment de faire le point. Quelles sont les tendances en cette rentrée 2023 ? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo pour parler de cette rentrée immobilière. Deux invités qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Tout d'abord Stéphane Fritz, bonjour. Bonjour Olivier. Président de Guy Hockey Immobilier. Avec vous, on verra l'évolution des transactions, des prix, mais aussi l'impact du DPE, des étiquettes énergétiques bien sûr, sur les comportements des acquéreurs et des vendeurs. On fera le point aussi sur la location. Fabien Nefinck, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Stéphane. Bonjour. Directeur délégué de Crédit Logement CSA, vous publiez régulièrement votre observatoire sur les conditions d'emprunt pour les particuliers, ce qui nous donne des indicateurs sur le pouvoir d'achat immobilier des ménages, l'attitude des banques, voilà, on verra évidemment tout ça qui est très important, mais tout d'abord tous les deux, avant de rentrer dans le détail en cette rentrée immobilière, alors on a vu depuis le début de l'année un ralentissement des transactions. Est-ce qu'il faut s'attendre à un bouleversement déjà sur l'état du marché en cette rentrée ? Stéphane Fritz. Un bouleversement, non. C'est une remise aujourd'hui à niveau du marché. Il faut savoir que le marché, il a été, ces 3 dernières années, même 4 ou 5, artificiellement boosté, notamment dans un premier temps, et ça je crois que Fabien en parlera mieux que moi, par l'argent pas cher, les conditions d'octroi qui étaient assez libérées, qui se sont contraintes dernièrement, et puis aussi artificiellement boosté par des événements malheureux, le Covid, qui aujourd'hui a accéléré le nombre de décès et le nombre de divorces, et on sait exactement que le marché de l'immobilier est fait des décès, des divorces, heureusement des mariages et des naissances, mais aussi des mutations. Les mutations se sont fait beaucoup plus fortes dans la période Covid parce qu'on a vu un envie de verre, donc tout ça a boosté artificiellement le marché qui est passé de 900 et quelques mille transactions à plus d'1 200 000 transactions. Donc ça a créé des vocations, énormément de vocations d'agents immobiliers ou d'intermédiaires aujourd'hui en immobilier. Le marché, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'argent, il devient pour le coup... l'argent... C'est ça, vous le direz mieux que moi encore une fois, c'est l'argent il devient au bon prix, quoi, parce que la rentabilité des banques était terrible, je crois, et on revient à la normale, et on va revenir à 900 000 transactions, ce qui est à peu près un marché qui suit et la démographie et les mutations normales. Donc ça pour vous, pas d'effondrement, voilà, on va continuer sur ce ralentissement de l'activité, mais il n'y a pas d'effondrement, vous attendez pas, ou certains prononcent le mot de crise immobilière. Crise immobilière, pas trop. Il va y avoir une crise chez les agents immobiliers certains, mais moi je pense d'abord aux Français, parce qu'il y a un vrai mal logement. Pour le coup, on a plus une crise du logement qu'une crise immobilière, même si une crise immobilière va venir, parce que je pense qu'il va y avoir une hécatombe de fermeture. C'est déjà le cas aujourd'hui des professionnels de l'immobilier. Je crois qu'il y a beaucoup avaient profité aussi des périodes euphoriques. Oui, on revient à la normale en fait en réalité, mais seulement cet effet-là fera quand même mal aux gens qui se sont mis sur ce marché-là et qui vont devoir en partir ou arrêter. Mais je pense surtout aux Français. Aujourd'hui, on a du mal à loger les Français. On va avoir une pénurie aujourd'hui de logements parce qu'il y a beaucoup de logements qui sortent justement de la vente. On a de moins en moins l'offre va se raréfier. On va avoir de moins en moins de transactions. Alors, on verra après dans le détail avec notamment vos infographies. Guy Hockey Immobilier, c'est un peu plus de 500 agences en tout cas. En France, même à l'international, certaines. Alors à l'international, c'est anecdotique puisqu'on a une agence à Marrakech, une à Madagascar, mais on est très présent dans des départements et régions d'outre-mer, parce qu'on est très présent en Martinique, Guadeloupe, en Guyane et la Réunion. Très bien. Fabien Nefinck, alors pour Crédit Logement et cet observatoire, on va voir avec vous aussi en détail, et c'est important, comment évoluent les conditions d'emprunt, les taux d'intérêt, mais tout d'abord cette rentrée immobilière, comment vous la sentez ? Alors juste Olivier, par rapport au fait qu'on parlait de 2023, en fait la crispation du marché, elle date de l'été 2022, si on regarde de plus près. Et elle est née, Stéphane en parlait, du fait qu'on a eu finalement une problématique au niveau de l'offre. Et vraiment, c'était une problématique d'offre au départ. C'est-à-dire qu'on avait tout un système bancaire avec cette fameuse problématique du taux d'usure qui était dans un contexte où finalement on avait un taux d'usure qui refixait sur base trimestrielle. Alors maintenant, il refixe sur base mensuelle et ce jusqu'à la fin de l'année, ce qui est plutôt une bonne chose. Qui est un peu plus de 5,50 depuis le 1er septembre. Alors depuis le 1er septembre, on est même passé à 5,56 pour les prêts de 20 à 25 ans, mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, on en reparlera quand on reparlera des durées. La grande majorité des emprunteurs aujourd'hui sont entre 20 et 25 ans, de toute façon, puisque vous avez 66% aujourd'hui des emprunteurs qui sont dans cette frange finalement d'emprunt entre 20 et 25 ans.
Mais donc on avait cette problématique d'offre depuis l'été 2022. Et progressivement, on est, alors sous un certain nombre effectivement d'événements macroéconomiques notamment, qui ont pas mal pénalisé la confiance finalement des emprunteurs, on est passé progressivement d'une problématique d'offre à une problématique de demande. Puisque l'offre, petit à petit, le fait de mensualiser au niveau du taux d'usure a permis finalement aux activités de crédit immobilier de redevenir progressivement profitables. Vous l'avez mentionné, il est vrai qu'à une certaine époque, la vraie problématique pour les établissements bancaires, c'est qu'ils étaient sur une activité qui était non rentable. Or, la réglementation bancaire leur impose de gagner de l'argent sur les grandes lignes de métiers qu'ils peuvent avoir. Donc là, c'était une vraie problématique qu'on a eue depuis l'été 2022. Donc pour cette rentrée, nous, on s'attend pas. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre non plus à un miracle en termes de boom de l'acquisition, des acquisitions immobilières. Cela étant, on a mis un petit peu derrière nous cette problématique d'offre, puisqu'aujourd'hui, les banques regagnent de l'argent sur cette activité. Donc, on va dire que c'est un optimisme mesuré. Optimisme mesuré, donc, puisque aujourd'hui, malgré des indicateurs d'ailleurs macroéconomiques qui se tiennent bien, par ailleurs, quand on regarde les grands indicateurs macro, on est sur des chiffres de croissance, d'emploi, de baisse progressive de l'inflation, mais pour autant, ça ne se traduit pas dans la confiance des ménages et des emprunteurs. Donc on sait que la confiance est quand même un élément primordial pour se lancer dans un investissement important comme une acquisition immobilière. Et les projets de vie, on va voir d'ailleurs les premiers indicateurs avec vous justement, Stéphane Fritz. Alors avant d'aborder plus spécifiquement Paris et l'Île-de-France, qu'est-ce que vous observez de notable en région, France entière? Quels sont vos indicateurs? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'acheteurs. On passe parfois de 18 acheteurs la semaine à 6 à 7 acheteurs la semaine. Donc on voit bien qu'aujourd'hui l'accès au crédit est devenu vraiment difficile. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de l'assiette des gens solvables pour pouvoir acheter. Avant, pour 1000 euros, je crois qu'on pouvait emprunter 230 000 euros pour 1000 euros par mois, une mensualité. Là, aujourd'hui, c'est 160. Donc soit vous perdez en surface, soit vous perdez en achat. Donc beaucoup de gens remettent en question leur propre projet. Donc c'est ce qu'on retrouve. Et il y a un certain attentisme de tout cet été, déjà qui vient de avant l'été. Il y a un attentisme des vendeurs, mais aussi des acheteurs. Et non pas qu'ils veulent faire des affaires et qu'ils attendent que ça baisse. Ils ne veulent pas faire de mauvaises affaires. Un acheteur, il veut surtout ne pas faire une mauvaise affaire. Et donc, dans les informations croisées qui arrivent de tous les côtés, ils disent qu'il faut qu'on attende que ça baisse. Donc, il y a un attentisme qui, aujourd'hui, a gelé un peu les transactions depuis ces 3 ou 4 derniers mois. J'imagine un bouchon qui va se défaire avec une petite embellie pour 1 ou 2 mois, mais ensuite, ça va revenir à un équilibre qui est plus de l'ordre, encore une fois, qu'on peut ramener au moins, mais qui est plus de l'ordre de 900 à 950 000 transactions annuelles plutôt que 1 million de. Donc là, on parle de moins 15. Je sais que j'ai entendu d'autres confrères parler de moins 15, mais on a des moins 15% au niveau des transactions. Des volumes de transactions. Mais on remarque des moins 25, moins 30 dans certaines régions. Donc, et puis après, et en termes de prix, il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas de région. Selon vos agences, si, lesquelles? Alors, c'est pas complètement vrai. C'est pas vrai au national. On ne sent pas de décrochage du tout au national, puisqu'aujourd'hui, c'est boosté aussi par la côte, qu'elle soit Atlantique ou Méditerranée, Paris qui décroche pas, qui fait un -1, -2 à peine aujourd'hui. Donc il y a aussi des régions qui sont encore avec des progressions à 2 chiffres versus l'an dernier. Lesquelles? Nice, Antibes, c'est des régions qui aujourd'hui viennent booster le marché, en tout cas PACA ou Alpes-Provence-Côte d'Azur. Et après, par contre, il y a des villes comme Bordeaux ou des villes comme Poitiers, des villes qui ont eu des embellies après l'après-Covid, qui ont eu des embellies, qui ont eu des... Bordeaux, je crois que c'était 17% au démarrage de la LGV. Toujours en tête des villes où il fallait investir, enfin toujours. Que ça décroche, ça devient presque un peu normal. Aujourd'hui, l'achat immobilier, c'est pas fait pour faire une plus-value, c'est fait pour une capitalisation à l'origine. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on revient un petit peu à la normale. Alors, on va voir vos indicateurs, notamment en Île-de-France. Première infographie, un marché qui se... Alors, vous constatez qu'il se stabilise, c'est ce qu'on le voit en image, là, sur les 6 premiers mois de l'année. Commentaire, Stéphane? Les maisons, elles tirent toujours leur épingle du jeu. Je pense que c'est l'après-Covid. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement marqué chez les gens. Les 2 mois de confinement ont marqué, et puis pour le coup assez durablement, parce qu'on voit que les maisons, elles tirent toujours leur épingle du jeu. On a un -2, puisque ça, ce sont des chiffres qui datent de fin juin, qui étaient en premier semestre versus premier semestre 2022. Là, on constate à fin août un petit décrochage de Paris de -1, -2. Mais on reste quand même toujours à 12 000
12 000 ou 12 400 euros du mètre carré en moyenne. Avec la première couronne aussi qui marque le pas au premier semestre. Oui, qui reste quand même malgré tout élevé, mais on voit bien que de toute façon c'est le bon qu'ont fait les Parisiens au moment de la période Covid pour pouvoir avoir un peu... C'est ce qui a boosté aussi artificiellement les prix dans cette période-là où on a vu les gens passer d'appartement 3e étage à maison avec un petit jardin. Quoi, hein. Et vous avez un classement des départements avec les prix en Ile-de-France, donc on passe, selon vous, selon l'agence, enfin les réseaux d'agences Guy Hoquet, de 12 000 euros par mètre carré en moyenne à Paris jusqu'à 3 000 euros par mètre carré en moyenne en Seine-et-Marne avec des écarts importants. Alors des écarts importants, Paris là c'est pas plus 1,4, c'est moins 1, puisque au mois d'août c'est moins 1, ces chiffres-là sont les premiers semestres versus le premier semestre. Et je le disais, le baromètre de Guy Hoquet, il a cette particularité de ne pas prendre que nos transactions. On prend les 15 sites, justement, l'intégralité de l'offre. Prix vendu ou prix affiché? Non, prix affiché. Prix Après, affiché, bien sûr. Le delta entre prix affiché et prix vendu peut changer demain, mais depuis 3 ans, le delta entre prix vendu et prix affiché, vous pouviez de toute façon mettre une variable comme ça de moins 2, moins 3, c'est tout ce que vous pourriez mettre. Donc mais ça reste une tendance. Quelle est la variable, justement, de négociation, à peu près? Si elle est, depuis 3 ans, elle est ridicule, voire zéro, notamment dans Paris. Si vous n'achetiez pas le bien... moi, j'ai eu des lettres de gens qui nous ont dit comment on peut faire, parce qu'on avait l'achat cash, c'était 100% des achats cash, pareil, hein, achat cash, comptant, et on n'a pas eu le bien. Ben, il dit oui, vous étiez 3. Et le vendeur a choisi. C'est pas nous. Et le vendeur a choisi, mais vous étiez 3 en achat cash. Et sans conditions suspensives. Enfin, c'était ça, quoi. Donc, le marché, aujourd'hui, je pense que les prix affichés, pas les prix vendus, sont des prix réels. En tout cas, de toute façon, une tendance. On va se le dire. Une tendance, c'est les pieds dans le four, la tête dans le frigo. Hein. C'est ça, une tendance. Mais ça donne. Donc, aujourd'hui, on n'est pas à moins de 10 000 euros du mètre. Parce que si vous regardez le 6, 7, 8, ils sont à plus de 18 000 euros du mètre. Si vous regardez peut-être le 13, le 20 et le 19, qui sont peut-être en dessous, mais à 9 008. Donc c'est pas ça qui va faire descendre en dessous de 10 000 euros du mètre. Prix moyen des biens en Ile-de-France. Là aussi, on va avoir une infographie avec, voilà, vous l'avez mesuré, que l'on va voir. Ah là, on a l'évolution de la valeur des biens à Paris intramuros. À Paris, donc vous voyez, ça monte tout le temps en fait. Et puis il y a des vraies transactions, alors, sauf à penser qu'on ne peut pas faire que sur nos transactions, parce que si on le fait que sur nos transactions, c'est pas un panel suffisant à mon sens. Il faut le match avec... Alors nous, on regarde nos transactions évidemment, on le compare et surtout on vient de vérifier, mais les 15 sites aujourd'hui, en ce compris PAP, puisque PAP, ils mettent les commissions d'agents immobiliers, ils font estimer par un agent immobilier, et ils vont mettre en ligne ensuite. On se retrouve avec vraiment pour le coup une vérité des prix. Et puis un indicateur important, c'est tout ce qui concerne le DPE, la rénovation énergétique, et là... 25% des passoires thermiques à Paris, bien classés F et G, moyenne nationale 11%, importance de la valeur verte à Paris plus que jamais. Plus que jamais, l'haussmannien. Enfin, la réponse elle est celle-ci. Hein. C'est l'haussmannien qui aujourd'hui vient dire que l'importance de aujourd'hui des DPE F et G sont beaucoup plus forts que sur les maisons dans les périphéries, soit en l'Île-de-France. Donc c'est surtout l'haussmannien qui fait la différence, et ce qui fait qu'on est 24% aujourd'hui de biens qui sont classés F et G. Et qu'est-ce que vous constatez? En fait, il y a une prise de conscience là-dessus de l'importance écologique de rénover son bien sur le marché, ou au contraire, on le vend? Qu'est-ce que vous observez? Alors, pas tant que ça chez les vendeurs, ça commence à devenir une question chez les acheteurs. Et c'est assez bizarre, parce que les lois sont passées les unes derrière les autres, et ça n'a pas énervé le marché plus que ça. Donc il y a une prise de conscience, mais qui reste douce malgré tout. On le sent dans les discussions qu'on peut avoir avec nos acheteurs. Les acheteurs sont intéressés parce qu'eux, ils partent pour un long crédit, et ils savent qu'à un moment donné, les lois vont être plus contraignantes qu'elles ne le sont maintenant dans les annonces. Mais les vendeurs, ils n'ont pas envie de baisser, quoi. Après, c'est compréhensible. Hein. C'est toujours plus facile de lever que de baisser, de monter le prix que de baisser, alors, ce qui est après normal. La transition, elle est toute trouvée. Hein. Pour acheter un bien, généralement, il faut passer par la case emprunt. On va voir avec vous, Fabien Neuffinck, directeur délégué Crédit Logement, cette nouvelle donne du marché immobilier, la baisse des prix qui, pas partout, on le voit aussi, elle ne compense pas en tout cas la hausse des taux. Résultat, le pouvoir d'achat immobilier est impacté. Alors, on va voir... Justement, vos infographies, on va commencer au niveau national sur la production de crédit au niveau national. Commentaire. Alors nous, on est vraiment sur les chiffres. Alors, on a en plus l'avantage au niveau de l'Observatoire d'être sur les transactions qu'on a reçues la veille. Ouais. Donc on est vraiment au plus près de ce qui a été décidé au niveau des établissements bancaires au niveau national. Nous, ce qu'on observe, c'est que si on regarde notamment ces chiffres-là qui sont le niveau trimestriel, donc
à fin juillet, donc on regarde les 3 derniers mois à fin juillet en glissement par rapport à 12 mois avant, on voit qu'on est sur une baisse de la production. Et d'ailleurs, quand on est en nombre ou en montant, on est finalement sur les mêmes tendances. On est à moins 50% si on synthétise en termes de volume. Donc ce sont effectivement des chiffres qui sont très très impactants. Si on était au niveau annuel glissant, on ne serait pas beaucoup mieux puisqu'on serait à moins 43%. Alors, on serait un petit peu moins négatif, mais on resterait de toute façon sur une tendance très forte. Et là, on retrouve ce qu'on s'est dit il y a peu de temps, au tout début, c'est que finalement, on a une production de crédit qui s'est tendue à un certain moment, et aujourd'hui, on a une problématique au niveau de la demande. Bien sûr. Vous l'avez très très bien souligné. On a une solvabilité qui se dégrade, puisque les taux d'intérêt aujourd'hui augmentent, et on n'a pas, comme c'était indiqué par Stéphane, on n'a pas encore de correction sur les prix. Et quand bien même, on pourrait dire qu'il y a correction à certains endroits, elle n'est de toute façon pas suffisante pour compenser la hausse des taux. Et Fabien, c'est ce que l'on va voir d'ailleurs sur le tableau sur l'évolution des taux depuis 2001 en France. Alors voilà, on voit depuis 2001 l'évolution des taux d'intérêt. Alors on est passé aussi là typiquement en juillet 2021, taux moyen sur 20 ans, on était sous la barre des 1%, on était à 0,98. Juillet 2023, toujours sur 20 ans, on est passé à 3,73% juillet 2023. Il y a une brutalité en fait de la remontée des taux d'intérêt par rapport à des prix qui déclinent pour certains doucement. On a été effectivement sur une remontée très rapide des taux d'intérêt. Et on est sur un contexte qui s'est profondément modifié, puisqu'entre-temps, entre finalement décembre 2021 que vous avez cité, on a eu quand même quelques événements majeurs. Ça a été cité par Stéphane. On a eu la crise du Covid, on a eu le conflit ukrainien, on a eu également un retour de l'inflation et du coup des réactions, pour maîtriser l'inflation au niveau de la Banque Centrale Européenne. Ce qui fait que les conditions finalement aujourd'hui, y compris de refinancement des établissements bancaires, sont sensiblement durcies par rapport à ce qu'on avait pu observer par le passé. Et donc, vous avez, on le voit, une pontification au niveau des taux d'intérêt qui est, on va dire, assez éloquente. Alors, ça a des impacts en termes de pouvoir d'achat. Alors, justement, pour avoir en tête, justement, cette évolution de la capacité d'emprunt sur 2 ans, si on part de 2021 par rapport à aujourd'hui, sur un ménage qui souhaitait emprunter. Quelle est la perte ? Si je vous prends, le plus simple, c'est toujours de prendre par l'exemple, je trouve. Si je vous prends un prêt immobilier, par exemple, de 200 000 euros, un prêt immobilier de 200 000 euros, quand vous empruntez à 1% ou quand vous empruntez à 3,80%, c'est une échéance pour un ménage qui augmente de 30%. Ça veut dire que votre prêt de 200 000 euros, si vous voulez garder la même échéance par rapport à ce ménage, c'est-à-dire finalement avoir un niveau d'effort qui soit relativement similaire, vous ne pouvez plus emprunter que 155 000 euros. Donc c'est une baisse de plus de 20% au niveau de votre capacité d'emprunt. Et nous, ce qu'on observe à Crédit Logement finalement depuis le début de l'année, on a quelque chose de très important, c'est qu'on a une baisse finalement du montant des opérations. Et ça, c'est très important à souligner, c'est quelque chose de très nouveau parce que dans les années fastes, on va dire, le montant des opérations n'avait de cesse d'augmenter. Aujourd'hui, on a des baisses de montant d'opérations, c'est-à-dire que les ménages qui veulent rester finalement acquéreurs, en tout cas rester sur le marché de l'immobilier, ils vont acheter moins de mètres carrés, ou alors ils vont aller acheter plutôt en première ou en deuxième couronne, si on prend Paris comme référence. Des concessions, et on fait des réalités économiques. Exactement. On fait des choix. Oui, Stéphane. Regardez les mêmes surfaces. Oui. Non, je suis d'accord avec Stéphane. C'est même mieux dit et plus précis. Et alors, donc, évidemment, on se demande ces taux d'intérêt, quelles sont les perspectives? Est-ce que ça va continuer d'augmenter? Les 4%, on parle de 5% en début d'année prochaine? Alors, c'est la vraie question, Olivier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le cycle de hausse des taux d'intérêt, il n'est pas complètement terminé. C'est-à-dire qu'on voit, alors là, on est sur les durées, mais on était à 3,80. 3,80, on peut penser que fin août, début septembre, on est plutôt à 4% dans les niveaux d'emprunt. Et on voit que les décisions finalement de la Banque Centrale Européenne sont plutôt sur une poursuite, alors qui sera... Le plus dur est passé. On va le dire comme ça, si on veut être un peu optimiste, le plus dur est derrière nous. Mais on aura quand même probablement encore une, voire peut-être 2 hausses de taux d'intérêt. On a restauré la profitabilité au niveau des banques, mais on n'est pas encore à des niveaux de profitabilité, compte tenu également de leur propre coût de ressources, qui est très élevé. Donc, 1 à 2 hausses de taux additionnelles ne serait pas surprenante. Pour arriver donc aux 5%, on voit avec l'exclusion notamment des primo-accédants, à moins d'avoir
le soutien des parents ou un apport personnel conséquent, c'est de plus en plus difficile d'accéder au marché, Stéphane. Oui, c'est le cas. Les paiements excellents sont déjà plus là. Aujourd'hui, on fait fuir les investisseurs avec toutes les nouvelles mesures successives. Alors, d'aucunes déjà importantes, il y en a beaucoup qui sont importantes, notamment la rénovation énergétique qui vient aussi plomber la rentabilité des investisseurs, ce dont on a besoin et dont le ministre vient de dire qu'il voulait d'abord faire confiance aux zinzins. Donc l'annonce, la dernière, du dernier ministre arrivé, le ministre du Logement, M. Vergriette, ne nous dit pas que ça va bien se passer. On a parlé du crédit. Maintenant, des mesures gouvernementales qui disent qu'aujourd'hui, les investisseurs immobiliers, c'est pas très important, c'est pas sur eux qu'on va compter. Alors les calculs sont pas bons, Kevin, parce que c'est bien que Gabriel Attal ait dit qu'il allait remettre des maths au bac. Je pense qu'il faut revoir les calculs aujourd'hui sur la location, pour juste parler de ça. La location, tension sur l'offre locative, notamment. Alors chez Guy Hockey, typiquement. C'est pas une tension, c'est aujourd'hui plus 50% de demande et moins 30% de mise en location des biens. Donc là, les prix ne vont pas baisser, quoi. Traditionnel vers des locations touristiques saisonnières type Airbnb où c'est moins pénalisant fiscalement. Oui, mais après ils vont essayer de fiscaliser. Oui. Je pense qu'aujourd'hui le projet du gouvernement il est uniquement fiscal et économique. Il n'est pas en aucun cas. On n'a pas de projet de vivre ensemble. Donc là, mais les calculs sont pas bons parce que si c'est vouloir au départ, c'est vouloir faire baisser aujourd'hui le prix de l'immobilier, que ce soit dans la location ou dans la vente, ça ne fonctionne pas parce que si vous enlevez aujourd'hui, vous enlevez des biens de la location, puis les gens ne peuvent pas acheter, donc vous revenir vers la location, on a une pression de la demande sur l'offre. Enfin, c'est mathématique, quoi. Les prix vont pas baisser, quoi. Quelques mots, juste tout de même, quelques indicateurs sur l'Île-de-France. Il fallait en retenir quelques-uns comme ça. Paris-Île-de-France en matière de taux et de conditions d'emprunt. Sur Paris-Île-de-France, alors ce qui est important de noter, c'est que finalement, on ne va pas être sur des critères d'analyse qui sont fondamentalement différents. En termes de volume, en tout cas, de baisse. On voyait tout à l'heure qu'on était sur des baisses de 50%. On reste sur des baisses de l'ordre de 50%, y compris sur l'Île-de-France, en trimestriel glissant. Ce qui est assez logique, parce que finalement, l'emprunteur, il a les mêmes contraintes en Île-de-France qu'il peut l'avoir au niveau national. Donc, après, sur l'Île-de-France, en termes de prix, est-ce que ça s'ajustera, comme le disait Stéphane, est-ce que ça s'ajustera plus vite que sur le reste de la France ? Quand on regarde quand même les chiffres des notaires Grand Paris, on s'aperçoit que sur les avant-contrats à fin juillet, on était sur des baisses, par exemple pour les appartements, qui pouvaient atteindre 5% sur la globalité de l'Île-de-France. Ce qui n'est pas ce qu'on observe au niveau national. Donc on peut avoir un ajustement un petit peu plus rapide en Île-de-France. Après, au niveau des taux, on voit qu'on est sur des taux qui sont un petit peu plus élevés, mais on se rend compte quand même qu'on est sur des notions assez similaires, quelque part, entre l'Île-de-France et le niveau national. On n'a pas non plus un grand écart en matière analytique. Bon, en tout cas, vous nous dites, sur les taux d'intérêt, ils devraient continuer à progresser. Sur les prix, il va y avoir des disparités selon les régions, selon l'emplacement, selon les secteurs porteurs. Selon les projets. J'ai envie de vous dire. En fait, on demande aujourd'hui aux collaborateurs et aux agences immobilières de faire le point sur les projets. Les gens qui ont le temps d'attendre et qui voulaient faire une plus-value, faire un bond, déjà, vendre alors que vous aviez un crédit à 1% et repartir sur un crédit à 4%, la donne, elle n'est pas très bonne. Donc je pense qu'il n'y a que les gens qui aujourd'hui ont des projets fermes, qui n'ont pas trop le choix aussi, qui vont vendre. Donc là, ça s'est crispé dans un temps. Je pense qu'il peut y avoir une embellie sur 1 ou 2 mois avant de revenir à l'équilibre. Mais on conseille à des gens qui ont le temps d'attendre de ne plus mettre leurs biens en vente, dans l'absolu, parce qu'on va passer de 1,2 million à 900 000 transactions. Donc c'est pas tant par région que ça va baisser, c'est surtout ceux qui ont besoin de vendre. Parce que quand je vous disais tout à l'heure, 18 acheteurs la semaine, vous passez à 6 ou 7, c'est pas la même, quoi. On n'a pas aujourd'hui les acheteurs en face des ventes à faire pour pouvoir avoir un marché comme il l'était il y a encore l'an dernier. Vous qui êtes tous les deux à la fois des professionnels, les observateurs de ce marché immobilier, comment relancer l'accession à la propriété? Quelles seraient vos pistes à tous les deux? Stéphane Fritz. C'est un temps très long, donc c'est un temps très long quand vous faites des mesures comme les derniers. Quand on fait peur aux gens, après pour les faire revenir sur le marché, c'est compliqué. Quelles seraient les mesures? Sur le prêt à taux zéro, sur des aides le Pinel, déjà, spécifiques. qu'est-ce qui va remplacer le Pinel aujourd'hui? Ça, c'est pour le neuf. Oui. Moi, je travaille dans l'ancien, voilà, et pour l'ancien, faites rien, voilà. Surtout ne faites rien, puisque dans l'ancien, à chaque fois que vous faites quelque chose, on a baissé les taux, les prix ont augmenté. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose, une aide dans l'ancien, elle va directement dans le prix. Donc ça, c'est pas une bonne mesure. Donc on n'aidait pas l'ancien dans l'absolu. En revanche, si on veut faire baisser les prix à terme et
dynamiser le marché de l'immobilier, autrement que artificiellement par les taux de crédit. Il faut construire. Or, il y a un effet ciseau, c'est que tous les rapports successifs aujourd'hui disent qu'il faut entre 4 et 500 000 logements par an, on en construit 300 000, et on a, je crois, le secrétariat général à la planification écologique qui, lui, dit clairement que pour des raisons écologiques, il n'en faut pas plus de 250 000. Donc là encore, les calculs ne sont pas bons, donc il y a un moment, il faut et on revoir. Voit une chute des permis de construire, des mises en chantier. Donc pour vous, Stéphane, il faut avant tout construire des logements. C'est dans le neuf que ça se passe. Si on a envie de faire baisser les prix, il nous faut une offre en face. Fabien Definck. Moi, j'aurais tendance à revenir sur les... Alors, si je me concentre plutôt sur l'offre, j'aurais tendance à revenir sur les 2 éléments de crispation qu'on a pu connaître en 2022, dont un dont on a parlé, qui est finalement derrière nous, qui est la problématique du taux d'usure, qui devient beaucoup moins mordante maintenant, de toute façon, pour les établissements bancaires. On a eu un deuxième élément de crispation, quand même, qui était le normatif HCSF. Sur le normatif HCSF, il faut quand même savoir qu'il a été mis en place, il a été, en tout cas, discuté à la fin de l'année 2019, dans un contexte qui était radicalement différent à celui qu'on peut observer aujourd'hui. Il faudrait s'adapter, changer. Il faudrait peut-être s'adapter. Alors, beaucoup de professionnels de l'immobilier et d'établissements bancaires, d'ailleurs, en ont parlé. C'est de se dire que ce normatif, il avait du sens parce qu'il était établi à un moment où on voyait, alors on parlait de la période très faste du marché de l'immobilier où finalement les taux étaient bas, on arrivait à solvabiliser la demande avec un allongement des durées parce qu'on avait encore cette capacité d'allonger les durées. On voit aujourd'hui qu'on est à 250 mois de durée et que ça devient beaucoup plus compliqué de solvabiliser la demande par un allongement des durées, pour ne pas dire qu'on ait atteint le plafond. Et donc sur ce normatif HCSF, on a peut-être matière à essayer d'y introduire des nouveaux inputs quelque part, de se dire c'est pas simplement le marché de l'immobilier, il n'est pas aussi binaire qu'un taux d'endettement et finalement qu'une durée maximale d'endettement. C'est plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. On a des notions de reste à vivre, on a des notions de patrimoine, et je pense que dans les critères d'octroi, on pourrait peut-être un petit peu libérer, notamment on peut penser à certains emprunteurs qui sont très contraints par rapport à ces règles-là. Ça peut être un moyen quand même de relancer un petit peu au niveau de l'accession. Un mot de conclusion. J'apporte juste un bémol. Alors, je suis d'accord avec Fabien sur le fait que sur les conditions d'octroi, on peut le faire, mais on peut le faire pour les gens aisés. Parce que les conditions d'octroi, elles sont aussi pour protéger les ménages les plus faibles. Et si on commence à faire du 30 ans, du taux variable, on vient mettre en danger, et on l'a vu dans la crise des subprimes, on s'est retrouvé avec des gens qui habitaient dans leur voiture sur les parkings, qui se sont fait saisir leur maison. Pareil un peu en Espagne. Donc aujourd'hui, les conditions d'octroi, elles viennent pour protéger les ménages les plus faibles. Alors je suis d'accord avec vous sur à partir du moment où on fait le distinguo entre le reste à vivre et qu'on peut allonger, baisser les apports et prêter plus à des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent. Mais voilà. En tout cas, merci à tous les deux pour vos éclairages. Beaucoup. Stéphane Fritz, merci beaucoup. Bioquel Immobilier. Fabien Definck, Crédit Logement, merci infiniment. Et à très bientôt pour une prochaine édition de Figaro Immo.